Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien avec également les nouvelles, le plan de trade envisageable, le suivi de mon trade, je vous retrouve juste après ça. Ce n'est pas tant les 1,11% abandonnés aujourd'hui qui peuvent décevoir que la baisse depuis les plus hauts, puisque on menait une bien belle séance, bien verte, avant de constater un effondrement, et c'est plus de 2,5% qui ont été abandonnés depuis les plus hauts. Et c'est inquiétant dans une certaine mesure, d'une part parce que c'est jamais agréable d'avoir une bougie rouge telle que celle-ci, et puis surtout, cela confirme une fois de plus la proposition de triangle que vous avez été nombreux à m'envoyer et qui du coup, plus que jamais, mérite de figurer sur les graphes. C'est ce triangle jaune là dans lequel on évolue et qui est à l'origine en fait un graphique de la baisse du jour. Alors beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, le chandelier du jour est immonde, avec d'une part une grande bougie rouge qui montre l'étendue de la baisse depuis les plus hauts. Rouge signifie que l'on clôture plus bas que l'on a ouvert. Rien n'est positif dans cette bougie. Très petite mèche basse montre que ça n'a pas été non plus la cohue pour se racheter sur les plus bas. Bien au contraire. On a une confirmation plus que jamais du signal négatif qui avait été donné par la couverture en nuage noir. Ici, ça pourrait éventuellement vous servir pour une prochaine fois. Nous avons donc ce triangle jaune qui se matérialise. Et en deuxième rideau, cette oblique noire ici qui correspondait en fait à ce que moi je percevais il y a encore très peu de temps comme le triangle de référence qui était plus comme ça. Alors ce qui m'embête un petit peu pour la suite, c'est que si, je dis bien si, le triangle devait être cassé par le haut, ce qui n'est pas complètement délirant au regard du fait que les triangles symétriques se cassent plus souvent dans le sens par lequel on est entré. Clairement, on est rentré dans le triangle du sud vers le nord, donc il est un petit peu plus probable que l'on sorte du sud vers le nord aussi. Cela veut dire qu'on aura un deuxième rideau défensif ici pour ceux qui voudront trader à la baisse et qui utiliseront sans doute cette oblique pour spéculer contre le CAC 40, ce qui veut dire que encore une fois ça fait beaucoup de si, mais il faut le savoir, si jamais on arrive à sortir de ce triangle, il ne faudra pas crier victoire trop tôt parce qu'on risque encore une fois de subir un tir de barrage sur ce haut d'oblique. Alors après il est envisageable soit que l'on matérialise un nouveau triangle, soit que l'on fasse un throwback avant de repartir vers le haut, mais en tout cas prudence du fait de ce double rideau défensif qui vient donc caper potentiellement le triangle jaune. Alors autre chose à retenir, c'est ce gap. Alors ce gap était sur le point d'être comblé, il n'a pas été à quelques points près. Il va être défendu, il a été défendu, c'est pour ça d'ailleurs on l'a pas rebouché. Il faut savoir que tant qu'il n'est pas rebouché, il est défendu, excusez-moi pour la palissade, mais ça veut simplement dire qu'il y a des intérêts acheteurs sur ce niveau. Il faut faire attention, c'est un support, même si encore une fois, je pense qu'il aura du mal à tenir avec la fin de séance assez mauvaise aux États-Unis. On ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, il y a toujours quelques petits intérêts acheteurs sur les gaps. Il n'a pas été rebouché pour l'instant. On enchaîne avec d'autres éléments. Alors, les éléments techniques pour commencer, la moyenne mobile à 20 jours. Ah oui, j'ai oublié. Au niveau chartiste, statu quo par rapport au refus de médiane, on a toujours la possibilité d'aller chercher le haut du triangle qui correspond en fait à la ligne rejoignant le pivot 1 et le pivot 3. Bon, je vais pas revenir là-dessus parce que ça remonte maintenant à pas mal de temps. On fera le point lorsque ce sera l'épilogue. Pour l'instant, donc si on regarde les moyennes mobiles à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours et la moyenne mobile à 50 jours, bon, vous savez maintenant et vous voyez bien pourquoi est-ce qu'il faut se méfier des moyennes mobiles lorsque l'on est en période de congestion. Ça donne à peu près n'importe quoi. La M7 est passée à la hausse, à la baisse, la M20, la M50, tout ça, ça se love, ça latéralise. Donc, c'est une information en creux qui veut simplement dire qu'on est en séance de congestion et qu'il faut tout simplement regarder pudiquement ailleurs et pas accorder trop d'importance aux moyennes mobiles. Pareil pour les bandes de Bollinger.
Cela fait maintenant beaucoup de semaines que l'on n'a pas d'orientation pour ces bandes de Bollinger. Le seul côté positif, c'est que lorsque la sortie va se faire, elle devrait être normalement explosive. Regardez, c'est ce qui se passe généralement après des périodes de congestion, comme ici. Vous voyez, quand les bandes de Bollinger errent à l'horizontale, on devrait normalement avoir une explosion comme on a eu ici, mais pour l'instant c'est encore trop tôt. C'était vrai également ici, mais dans l'autre sens malheureusement. Vous voyez les bandes de Bollinger qui n'avaient pas d'orientation, et puis au bout d'un moment on est sorti et ça a donné le mouvement principal. C'est ce qui va se passer pour l'instant, on suit ça de près, mais pour l'instant c'est prématuré bien sûr de savoir dans quel sens on sortira, même si il y a un petit avantage encore une fois aussi dans le sens où les triangles symétriques se cassent, je l'ai déjà dit, dans le sens par lequel on est rentré. J'aimerais également vous montrer autre chose qui pourrait être intéressant dans le sens d'un trading. J'avais expliqué, c'était avec le SAR, que lorsque l'on casse le SAR, comme ça a été le cas ici, vous voyez, regardez les vidéos de la semaine dernière, lorsque l'on casse le SAR, normalement, on va plus bas que la séance de cassure du SAR, avant que de casser le SAR dans l'autre sens. En tout cas, voilà, on avait fait un plus bas, on a cassé le SAR le 21 août, et j'avais expliqué également que là, c'était un petit peu particulier parce qu'on avait cassé non pas avec le corps, comme on a pu le casser ici, vous voyez, mais simplement avec la mèche, et du coup ça tend à réduire significativement la statistique, et vous voyez ça n'a pas manqué puisque là eh bien on a cassé le SAR dans l'autre sens. Mais attention, pareil, dans ce coup-ci, on a cassé le SAR avec la mèche et pas avec le corps. Donc bon, ça veut simplement dire qu'on ne peut pas trop compter sur le signal délivré par le SAR. C'est pas parce qu'on l'a cassé à la hausse qu'on devrait aller plus haut que cette journée de cassure. Donc voilà, tous les chemins mènent à Rome. Les indicateurs techniques sont pour l'instant à écarter parce qu'ils sont sur cette unité de temps. Leur signal est très troublé, très confus. Ce qui maintenant va nous conduire aux éléments techniques. Alors, il y a eu beaucoup de signaux baissiers qui ont été donnés, mais pour les mêmes raisons, il faut simplement regarder de côté, puisque le momentum, il est négatif maintenant. On l'a déjà dit, le MACD0 vient à croiser son signal hier à la baisse. Le stochastique a croisé son signal à la baisse aujourd'hui. J'aimerais attirer votre attention sur l'Awesome oscillateur. L'Awesome oscillateur dont on a parlé la semaine dernière, et on avait expliqué que pour l'Awesome oscillateur, il était, lorsqu'on avait un signal haussier, comme celui-là, lorsqu'on passe au-dessus de 0, il était beaucoup plus probable que l'on aille chercher les prochains sommets que les précédents creux. Clairement, le signal est intervenu ici. Et là, vous voyez, le fait qu'on soit descendu significativement proche du précédent plus bas améliore significativement le ratio gain-risque si vous voulez spéculer à la hausse. Alors, ce n'est pas pour me dédire, mais on va regarder quand même, c'est le backtest du jour, mais il faut bien backtester quelque chose. Alors, regardez le RSI, un nouveau signal, c'est le RSI qui bascule en dessous de 50 aujourd'hui. Et le RSI qui bascule en dessous de 50, c'est un signal qui est très suivi par les traders qui utilisent le RSI, et clairement, c'est un signal baissier. Alors, j'y accorde très peu de crédit actuellement pour toutes les raisons maintes fois évoquées, mais on va quand même backtester parce qu'il faut quand même continuer à bosser, même si on latéralise. Et je suis parti pour un backtest. J'ai voulu valider cette idée de trading et d'analyse technique qui est que lorsque le RSI passe en dessous de 50, eh bien généralement c'est mauvais signe. Alors j'ai backtesté ça. J'ai considéré que le test était gagné si suite au passage du RSI en dessous de 50, on avait une séance de baisse la séance suivante. Je considérais que le test était loupé si on avait une séance de hausse après que le RSI passe en dessous de 50. Et j'ai été obligé de faire 36 tests parce que vous allez voir ce qui s'est passé. Donc un succès, on fait une fois ici, vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie.
le RSI était au-dessus de 50, il est passé en dessous de 50 et on a bien eu une baisse. Et là, ça a loupé, pas grand-chose, mais le RSI est basculé en terrain positif. Résultat, le RSI, il était censé indiquer que la séance suivante dans mon test, hein, pas dans l'absolu, devait donner une baisse. Et bien, vous voyez, il y a eu une hausse, hein, puisque le CAC 40 sur cette séance a pris quelques points ici. Et on continue comme ça. Donc c'est un test très basique et qui a montré donc un échec, un succès, un échec, un succès, 1, 2, 3, 4 échecs, suivi de un succès, suivi de 4 échecs, 1, 2, 3, 4, 5, 6 succès, un échec, un succès, un succès encore, 3 échecs, un échec encore, et 2 succès, et encore un échec, et 3 succès, un échec, un succès, 2 succès, 2 échecs, 2 succès, et là j'en ai eu marre au bout de 38 parce que j'arrive à 18 réussites et 18 échecs. Autrement dit, 50% sur ce backtest qui n'a pas de valeur significative parce qu'on ne peut pas tirer de conclusion sur 36 occurrences, mais en tout cas, cela montre bien que si on prend simplement, et si c'était valable, ce backtest, le fait que le RSI passe en dessous de 50 ne veut pas dire, contrairement à ce que on peut penser, hein, notamment moi, que ça veut dire nécessairement sur la séance d'après une baisse. Alors de deux choses l'une, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le trader, parce qu'après il faut savoir à quel moment vous rentrez, à quel moment vous sortez. Peut-être qu'avec un bon ratio gain-risque, on peut avoir quelque chose d'intéressant, puisque même si on a raison une fois sur deux, si on gagne plus quand on a raison que qu'on perd quand on a tort, c'est très profitable. Mais surtout, ça veut dire que peut-être qu'il faudrait optimiser ça avec d'autres indicateurs techniques, mais voilà. Si vous n'utilisez que le RSI pour vous donner des signaux d'achat et de vente et le passage sous 50, eh bien sachez que statistiquement vous êtes quand même relativement dans l'aléatoire. Alors c'est peut-être pas le backtest le plus intéressant que j'ai fait avec vous, mais en tout cas ça montre bien, et il faut le faire aussi de temps en temps, que certaines croyances ne sont pas avérées. On va terminer avec l'Ishimoku, et là il nous a refait le coup, l'Ishimoku. On avait dit attention, attention. Je vous avais expliqué dans la vidéo précédente, hein, et on l'a suivi depuis plus d'une semaine, ce qui se passerait lorsque les cours viendraient rencontrer cette oblique là qui avait martyrisé les corps. Je vais enlever le jaune parce qu'on ne voit plus grand chose et ça sera plus clair comme ça. Voilà. Je le remettrai la prochaine fois. Je vais même enlever la Tenkan et la Kijun parce que ça fera de l'espace pour analyser mieux. Voilà. Et j'avais expliqué qu'on avait une oblique noire qui avait capé les cours. Et j'avais expliqué également qu'il fallait faire attention parce que la Kijun, la lagging span, qui correspond au cours projeté en arrière, vous voyez, vous projetez 26 en arrière, ça vous donne ça, 26 bougies en arrière. Et ça évolue en temps réel puisque c'est au niveau de la clôture, au niveau de l'évolution en temps réel qu'on sait où est la lagging span. Et on a clôturé donc ici. Et j'avais expliqué qu'attention, on allait avoir une confrontation entre la lagging span et l'oblique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au meilleur de la séance, on était à 5066. Regardez la vidéo que j'ai faite ce week-end et vous allez mieux comprendre. Eh bien, à ce moment-là, précisément, la lagging span était au contact de cette oblique. Et boum, il y a eu un tir de barrage, sans doute par tous les traders Ishimoku et tous les algos et tout, etc., qui est venu, en fait, s'ajouter au fait qu'on était déjà sur une petite résistance intermédiaire, etc. D'ailleurs, je vous invite à regarder il faut vraiment que vous regardiez également les matrices intraday que je mets dans l'article sur mon site, parce que voilà ce que je publiais justement hier. Et vous voyez, on était sur une zone de résistance ici, hein, 5113, 5050, c'est la matrice que j'utilise pour le trading intraday. Donc cela, plus la lagging span qui rencontrait, ça a donné effectivement une correction qui peut justifier, hein, l'ampleur des dégagements. Et on va donc terminer avec les trades envisageables. Alors pour les trades envisageables, comme d'habitude, un trade à la hausse, un trade à la baisse, pour ceux qui ont des convictions soit haussières, soit... Donc si vous avez plutôt une conviction haussière, oui, je pense qu'il peut être éventuellement intéressant de surfer à l'intérieur de ce triangle jaune, hein, qui est évidemment une possibilité au regard de l'efficacité de ce tracé. Le problème, c'est que si on veut
parier sur un retour sur le haut du triangle, ça veut dire 2,23%, il faudrait mettre le stop à un maximum de 2,23% parce qu'au bout du bout, c'est quand même assez aléatoire ce qui va se passer. Donc là, on n'est pas vraiment bien à l'aise avec ça. Il serait peut-être plus favorable d'attendre la correction de demain parce qu'à mon avis, il y aura correction. Et s'il y a correction, dans ce cas, spéculer à la hausse en mettant un stop non seulement en dessous du triangle mais également en dessous du support intermédiaire, par exemple à 2,2%, avec un objectif qui est d'aller chercher le haut du triangle à 2,6. On a un ratio gain-risque qui est intéressant. Attention, il faut être gourmand parce que plus on attend, plus le triangle descend, donc ça limite aussi le potentiel de gain. Donc à la limite, hein, pour les plus patients, n'hésitez pas à attendre encore plus. Comme ça, vous avez un objectif, mettons à 2,8%, avec un stop loss en dessous du support intermédiaire, en dessous du triangle, à 1,8, 1,9. C'est un très bon ratio gain-risque. Maintenant, si vous voulez trader à la baisse, je dirais que c'est un petit peu le même problème, parce que si vous visez le bas du triangle maintenant, eh bien vous visez 2,5, 2,6%. Si vous mettez un stop, ah oui, c'est limite, mais pourquoi pas. Si vous mettez un stop au-dessus des précédents sommets et au-dessus du triangle à 2,6%, vous êtes à 1 pour 1. Pourquoi pas envisager ça, mais si vous êtes encore plus à l'aise, pourquoi pas ne pas espérer une hausse et à ce moment-là simplement spéculer à la baisse pour avoir un ratio gain-risque plus intéressant. Par exemple ici vous auriez 2,9% de gain pour un stop à 2,3%, même si vous avez une chance sur deux d'avoir raison, eh bien vous avez un ratio gain-risque qui vous permet sur le long terme de gagner de l'argent, puisque vous gagnez plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort. Attention quand même au tir de barrage éventuel sur le gap des 4940, 4948. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.